Bonjour tout le monde. Bienvenue aux séances sur les constellations. Quels enjeux pour l'Europe? Cette session de 55 minutes sera en français. On a la chance d'avoir 3 agences qui gèrent ce dossier et le système de lancement Ariane Espace qui est là parce qu'il compte lancer un certain nombre de satellites qui suit ces constellations, mais aussi et surtout peut-être qu'Ariane Espace était une des 9 sociétés qui faisaient un consortium en début d'année, fin de l'année, début d'année, qui ont travaillé pour la Commission de dresser les grandes lignes d'une architecture de constellation qui ferait beaucoup de choses, bande large, sécurisation de communication, les données quantiques, qui va aussi avec un programme de la Commission européenne sur le segment solde quantique. Donc aujourd'hui, on a ici à l'estrade Stéphane Israël, président directeur général d'Ariane Espace, Elodie Viau, directeur de télécommunications et des services intégrés de l'Agence spatiale européenne, et Pascal Claudel, directeur des opérations de ESPA. ESPA, c'est l'Agence spatiale. Comment dire ça en français? En tout cas, c'est localisé à Prague. Et ça, c'est l'agence qui va gérer les programmes de la Commission européenne qui ont affaire avec notamment Galileo et Copernicus maintenant, et éventuellement, je présume, la constellation. Quelle constellation? Parce qu'on peut parler de beaucoup de constellations. Mais la constellation qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est la constellation qui envisage la Commission européenne avec une forte assistance des pays membres, de l'Agence spatiale européenne et du secteur privé. C'est un programme en devenir. Ces périmètres ne sont pas totalement définis. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de questions que je risque de poser à nos intervenants pourraient être peut-être sans réponse parce que c'est un peu tôt. En Zoom, on a avec nous Mme Catherine Cavada, directeur du développement spatial et de l'innovation à la Commission européenne. Merci, Mme Cavada, d'être là. Je sais que vous êtes un peu souffrante et vous ne pourrez pas être là avec nous, bien que vous ayez prévu d'être là. Mais en Zoom, on va faire ce qu'on peut en Zoom. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous attends et je vous vois très bien. Très bien. OK. Bon, puisque c'est comme ça, on va commencer avec vous. Et vous pourrez passer quelques minutes à nous décrire comment vous voyez l'état de cette idée de constellation à la Commission. Il y a énormément de choses à dire. Donc, je vous laisse 6-7 minutes de décrire le paysage tel que c'est vu depuis Bruxelles. D'accord. Bruxelles, qu'aujourd'hui, le 21 juin, premier jour de l'été, malheureusement ici, on a de la pluie. Mais en tout cas, je commence en vous disant un grand merci pour l'invitation. Et je voudrais à nouveau vous dire à quel point je regrette de ne pas avoir pu me joindre à vous physiquement à Paris. Malheureusement, je n'ai pas pu. Mais je vous donne une promesse que probablement dans 2 ans, au cours de la même exercice et avec nettement plus d'informations, je serai contente de vous joindre physiquement. Par contre, comme vous l'avez dit, la technologie est là pour assurer cette connectivité. Avant que je commence, si vous me permettez, Peter, juste un petit disclaimer. Et j'aimerais poser la question un tout petit peu légèrement différemment. La question n'est pas tant d'envisager les constellations comme un fin en soi, mais plutôt comme un moyen de fournir des services opérationnels à nos citoyens. On ne cherche pas alors de monter des constellations de satellites juste pour la joie d'avoir des constellations dans l'espace et avoir tous les problèmes des heures pris par après, mais de faire notre mieux pour que nos citoyens puissent avoir les services de demain et de l'après-demain. Je propose donc de passer en revue les enjeux des constellations en général tout d'abord et ensuite la grande constellation qu'on envisage à travers ce prisme de la fourniture des services et, si vous me permettez aussi, dans la perspective politique qui dessine la stratégie européenne spatiale. En prenant un peu du recul et en ayant juste une vue d'hélicoptère, permettez-moi de voir 3 grands enjeux
en général pour les constellations. Le premier enjeu, comme vous le savez, c'est l'enjeu géopolitique. On fait face à ce moment à une réalité pour laquelle l'Union et l'Europe en général doit impérativement se positionner avec une vision long terme, comme vous le dites, claire et surtout ambitieuse. Cette vision doit être accompagnée d'une stratégie précise, je dirais, et surtout d'un cadre programmatique et budgétaire solide, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose si ce cadre n'existe pas. Et aujourd'hui, je dois dire, après 20 ans que je suis dans ce domaine au sein de l'Union européenne, on est doté d'un programme spatial qui vient avec un budget considérable et avec d'autres moyens capables à assurer cette mise en œuvre exemplaire qu'on entend. Deuxième enjeu qui joue pour toutes les constellations de l'Europe, mais aussi pour la nouvelle qu'on envisage, c'est ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois la gouvernance. Et on sait qu'on peut avoir la meilleure vision, mais si la gouvernance ne suit pas, surtout la gouvernance institutionnelle, on n'aura que des difficultés. Eh bien, sur cet aspect-là, même aujourd'hui, je viens avec que de bonnes nouvelles. À vos côtés, vous avez des représentants de USPA et de l'Agence spatiale européenne. Et aujourd'hui, ou plutôt demain, si vous voulez, nous allons célébrer à Bruxelles la signature officielle d'un accord tripartite signé entre nous trois, Commission, USPA, ESA, sur le mode de fonctionnement de Galileo, Copernicus, ainsi que d'autres composants du programme spatial. Pour citer pour la première fois dans mon discours mon commissaire, désormais, nous pouvons dire qu'on arrête de discuter sur la grande question qui fait quoi, et nous commençons à faire. Très, très important, et on va témoigner ce démarrage, le kick-off, comme vous dites, demain dans la matinée. Troisième enjeu, très, très important pour les constellations actuelles, mais aussi pour la future, c'est le potentiel et la perspective de chacune de ces constellations de fournir des services de qualité et de précision. Cette évolution, dans le contexte toujours de la concurrence mondiale, doit accélérer. C'est le mot-clé pour tous les travaux spatiaux que la Commission, au moins avec les deux agences, mène actuellement. Voire, pour utiliser aussi un mot qui est très, très à la mode à Bruxelles, mais partout en Europe, ces nouvelles constellations doivent être aussi disruptives. On cherche la différence, on cherche quelque chose qui va vraiment les rendre attirantes et qui vont optimiser l'exploitation de leurs services. Très, très vite, parce que je sais que tout le monde attend des nouvelles sur la nouvelle constellation, permettez-moi de courir à ce qu'on appelle flagship programs sur Galileo. Vous le savez que notre commissaire, il a demandé l'accélération de la deuxième génération de 2027 à 2024. Aujourd'hui, nous avons conclu les 2 contrats de 12 satellites et on est prêt à démarrer la nouvelle génération avec tout le potentiel qu'il fait avec. Brièvement sur Copernicus, parce que pour les puristes, il ne s'agit pas d'une constellation, vu que les satellites ne fonctionnent pas comme un système. Pourtant, l'enjeu, dit plusieurs fois et agréé aussi avec l'Agence spatiale européenne, c'est le repositionnement de Copernicus dans un marché en pleine évolution. On voit qu'il y a de nouveaux acteurs privés aussi, capables à couvrir de nouveaux et de nombreux besoins, et il faut faire en sorte que l'Union reste là où elle est, première au monde, mais aussi meilleure dans les années. Il ne faut pas rater l'occasion de souligner l'importance de donner Copernicus. J'utilise toujours la terminologie qu'il s'agit du green oil, mais qu'aujourd'hui, je dois vraiment admettre que ce green oil n'est pas tout à fait exploité par des raffineries européennes. Objectif alors de la Commission dans les années à venir de
utiliser le plus de plateformes européennes afin de valoriser et optimiser la gestion de ces données. Et tout en laissant la navigation et l'observation, je passe au point qu'il constituera la constellation, la troisième constellation de l'Europe spatiale, comme vous l'avez dit, une infrastructure de connectivité sécurisée. On a eu ces derniers temps la communication de la Commission sur la décennie numérique et il y a aussi la communication de la Commission sur les synergies entre le civil, la défense et le spatial. Et sur cette base-là, la Commission, avec le support des États membres, et on va voir à l'avenir comment les États seront impliqués pleinement dans la discussion et surtout dans la décision de cette nouvelle constellation, notre but primordial, c'est de fournir des services de connectivité variés, pas seulement des services qui peuvent couvrir les besoins des institutions européennes ou des gouvernements des États membres, mais surtout, et vraiment on souligne et on note le besoin d'assurer à tous les Européens un accès à Internet à haut débit et mettre, ce qu'on dit partout en Europe, fin aux zones blanches. Il faut faire un disclaimer très, très important aussi pour cette nouvelle initiative, qu'on assurera avec cette nouvelle constellation la redondance avec les infrastructures terrestres existantes ou futures. On ne vient pas pour faire la concurrence, on vient pour complémenter. Et surtout, et je conclus avec ce point-là, on vient pour assurer un chiffrement quantique qui permettra, entre autres choses, d'accroître la robustesse et de protéger l'Europe dans la course quantique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous l'avez dit que pour matérialiser cette idée ou la forme sur le volet technique, nous nous sommes fortement appuyés sur la compétence de l'industrie spatiale et télécom. C'est la première fois que la Commission est contente, vraiment ravie de voir qu'il n'y a pas seulement l'industrie spatiale qui a répondu à notre appel, mais aussi l'industrie télécom et les opérateurs. Nous avons donc lancé je crois, on a conclu en décembre de l'année passée, mais effectivement, c'était à partir du mois de janvier, le contrat dont le premier livrable intermédiaire ont été remis il y a quelques semaines. Le 31 mai, on a eu l'occasion pour la première fois de les présenter auprès des États membres et de discuter les premiers délivrables, les premières idées techniques qui portent sur 4 axes. Le premier pilier, la première axe, c'est la définition des services et tout ce qu'on appelle use cases. Permettez-moi de vous dire que c'est un travail considérable, la collecte de besoins présents et futurs de secteurs les plus télécom intensifs de l'économie européenne. On a eu des use cases portant sur le GovSatcom, on a eu des use cases portant sur le EuroQCI ainsi que sur le volet commercial et on a pu converger à peu près de 70, 70 pour utiliser la numérotation française, use cases formalisés. Deuxième pilier de cette étude porte sur une série de scénarios d'architecture. C'est vrai qu'à ce stade, on n'a pas un scénario défini. Ce n'était pas non plus l'objectif de la Commission. Le plus important parmi ces 4 scénarios, c'est qu'on a une approche multi-orbitale. Si je dois me comparer avec les autres constellations existantes au monde entier, qu'ils ont en mono-orbite, l'approche de la Commission et de l'Union européenne, c'est plutôt de déployer sur les GEO, MEO, LEO
tout en ayant les bénéfices et le plus de chaque orbite. Le deuxième objectif aussi par rapport à cette approche multi-orbitale, c'est pas seulement de déployer de nouvelles satellites, avoir de nouvelles constellations partout, mais surtout d'avoir et de bénéficier de la capacité existante et future, notamment sur le volet GEMEO qui existe en Europe, présente et future. Troisième volet très important sur lequel le consortium des 9 industriels ils ont pu travailler, c'est un travail méticuleux, c'est la question du spectre, des fréquences et des filings. Vous le savez nettement mieux que moi parfois que on ne peut pas avoir une constellation, on ne peut pas vraiment avoir une ambition de mettre en place un système satellitaire si on ne dispose pas les fréquences et pas n'importe quelle fréquence, les meilleures. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que en ce qui concerne le volet gouvernemental, l'approche, c'est que on est très solide. Quant au volet commercial, on est aussi solide avec, et je pourrais dire avec une perspective. On y travaille, il y en a plusieurs possibilités, mais on est sûr et certain que les choses avancent vers la voie qu'on souhaiterait. Quatrième et dernier pilier provenant de cette étude, c'est un volet nettement, je pourrais dire, préliminaire à ce stade et concerne le modèle d'exploitation. Vous le savez, on l'a déjà dit, l'objectif de cette nouvelle constellation, c'est pas de répéter la façon où les deux autres ont été menés. Alors, on voit à la fois pour le volet commercial, mais aussi pour le blending financier afin de le mettre en place, une approche PPP qui doit être étudiée. On a quelques scénarios, mais on est vraiment, comme je vous dis, à un stade assez préliminaire. Et j'arrive à une étape qui a été annoncée, qui a démarré même la semaine passée, qui vise de complémenter ce travail déjà solide mené par le premier consortium. La commission, je crois, Peter, vous étiez présent à la conférence qu'on a eue il y a presque une semaine, va lancer une nouvelle étude à destination des acteurs du New Space, afin de voir dans quelle mesure ces approches alternatives, innovantes ou disruptives peuvent émerger. On a constaté, et je le dis avec vraiment une grande joie, la richesse et le potentiel de ce que peut nous apporter ce New Space. On a vu, ils ont pu illustrer, si je pourrais dire, que pendant leur contribution au workshop, qu'il y a du potentiel que la Commission ne doit pas vraiment l'ignorer. Alors, sur base de ces deux études, on considère qu'à la fin de cette année-ci, la Commission sera en mesure d'avoir une vue plutôt consolidée et du coup de présenter auprès du Conseil et du Parlement une proposition complète qui porte à la fois sur le volet technique, financier et gouvernance. Et ça serait Voilà. début de l'année prochaine, c'est ça? Début de l'année prochaine? Oui, oui, oui. OK, oui. OK. Bon, merci Catherine pour une description assez détaillée sur ce qui se passe à Bruxelles qui mène la danse concernant cette commission. Je vais passer la parole maintenant à Yuspa. Catherine l'a dit, mais une des fonctions de la constellation dont on parle ici, c'est pas simplement qu'il y a plusieurs orbites, mais aussi qu'il y a plusieurs classes d'utilisateurs. Une des classes, c'est des gouvernements pour la communication sécurisée. La Commission a déjà un programme qui est dans USPA qui s'appelle GovSatCom. L'Agence spatiale européenne y travaille aussi, pas dans le programme USPA, mais dans son propre programme GovSatCom. Et donc, j'aimerais bien demander à Pascal comment vous voyez le malaxage entre la constellation dont Catherine vient de nous détailler et le programme GovSatCom actuel. Oui, c'est bon.
Oui, donc merci Catherine, merci Peter. Oui, USPA, donc, comme on dit, change un peu de main, de configuration. Jusqu'à demain, on est en charge de l'exploitation de Galileo et d'EGNOS, donc les satellites de navigation par satellite, et également chargé de développer les activités aval avec ces données satellites de Galileo et d'EGNOS. Donc demain, on va aussi. Donc nos rôles, c'est d'exploiter et de sécuriser les données, de sécuriser le service et de développer l'utilisation de ces données. Donc demain, on va y intégrer également GovSatcom et potentiellement, comme disait Catherine, la connectivité. Et côté du downstream, on va y intégrer les données Copernicus, comme expliquait Catherine, c'est-à-dire que dans le privé, ils en ont de plus en plus besoin. On voudrait mettre en place dans les applications à la fois Galileo, EGNOS, Copernicus et GovSatcom. Ce qu'on dit classiquement, avec la navigation, vous savez où vous êtes, avec Copernicus, vous voyez ce que vous avez autour de vous, et avec GovSatcom, vous pouvez connecter n'importe qui, n'importe où. Et donc, même quand il y a un tremblement de terre, par exemple, on pourrait déployer des applications, des infrastructures pour cela. Donc, l'idée qu'on a avec GovSatcom, et on l'a déjà démarré, c'est de lancer le GovSatcom Hub, qu'on appelle. Donc, d'abord, ce n'est pas donc antagoniste avec ce que fait l'ESA, c'est complémentaire, c'est-à-dire de récupérer les infrastructures existantes de plusieurs États membres. Aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 6, ayant ces capacités. On veut les mutualiser, donc c'est en cours, il y a des appels d'offres qui sont lancés. L'issue de ces appels d'offres sera pour la fin de l'année prochaine. Donc dedans, on récupère les infrastructures de ces 6 pays-là, les capacités du coup disponibles, et l'objectif est de distribuer ces capacités disponibles à l'ensemble des 27. Ensuite, avec l'ESA, il y aura la génération future, et c'est de voir comment on viendra plugger cette génération future de GovSatcom dedans. Donc c'est complémentaire, c'est-à-dire que nous, on prend ce qui existe pour le développer le plus rapidement possible et être sur le marché en attendant la nouvelle génération. Et pour la connectivité, c'est la même idée, c'est-à-dire que notre idée, c'est de récupérer ce qui existe aujourd'hui, de le faire venir dans ce hub, et en parallèle de développer cette nouvelle infrastructure et de l'intégrer avec le temps. Donc en fait, tout est intégré. Vous avez évoqué 6 pays. Donc, il y a l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, Luxembourg, la France et la Grèce, c'est ça? Exactement. Évidemment, Londres n'est plus à la table. Et ces pays-là ont tous les 6 des satellites en orbite géostationnaire qui ont au moins une charge utile, si ce n'est pas le satellite entier, dédié au système gouvernemental de communication, principalement militaire. C'est ça. Et donc, eux, ils vont faire le hub de ce qui est éventuellement le point d'entrée de GovSatcom dans la constellation aussi. Alors le hub, c'est pas forcément eux. Le hub, ce sera un consortium et ces pays-là vont fournir les services à ce hub. Et les capacités qu'ils ont disponibles vont le mettre en libre service, on va dire, au hub, et le hub va le distribuer aux 23 autres, non, aux 21 autres pays qui ont besoin de ces capacités, comme le Portugal, la Finlande, dès qu'ils auront une demande. OK. Alors, vous avez un surplus de fournisseurs. Donc, GovSatcom pour l'instant, 6 pays, c'est beaucoup. C'était 7 jusqu'à la sortie du Royaume-Uni. Pour le bond large, il y a pas grand monde. Il y a peut-être 3 opérateurs qui maintenant fonctionnent en orbite géo, qui fournissent le bond large aux populations européennes, c'est ça, à peu près? Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est exact. Ces eaux-là, oui, OK. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Donc, soit vous devez alimenter vous-même un de ces 3 ou 4, soit vous devez faire appel à un nouvel acteur pour fournir ce que la constellation de la Commission veut faire, c'est-à-dire le bon large pour tout le monde en Europe. C'est ce que je vous disais. D'abord, l'idée, c'est de rassembler tout ce qui existe. Okay. Et ensuite, avec l'ESA, on développe le complément pour fournir tout ce qui est demandé par les utilisateurs, qu'ils soient civils comme gouvernementaux. Puisque quand on parle de la connectivité, c'est civil aussi. C'est ce qu'on disait, c'est éviter les zones blanches. Okay. Et sur le quantique, le quantique, c'est une techno. Oui. Aujourd'hui, donc elle est étudiée avec à la fois l'ESA et la Commission. L'objectif qu'on a derrière la technologie Quantum, c'est de la mettre à disposition non seulement de la connectivité, mais aussi de Galileo, puisque comme vous savez, Galileo, il y a un service gouvernemental qui s'appelle le PRS.
Et donc, son niveau de sécurité doit être assez important. On ne doit pas décrypter les clés. Et donc, l'objectif, c'est aussi de l'implémenter à terme dans Galileo. OK. Et Donc, ça, c'est transverse, puisque c'est une techno, en fait. en effet. Mais entre la Commission et USPA, c'est USPA qui sera donné le dossier pour le quantique technique à terme? Non, le pilotage, comme toujours, le donneur d'ordre, c'est la Commission. Nous, on est l'agence opérationnelle. Donc, une fois qu'on sont établi une feuille de route où les dossiers sont clairs et on doit les implémenter, on est une agence opérationnelle, on ira implémenter la techno existante. Très bien, OK. LED, je passe à l'Agence spatiale européenne. Je rappelle pour tout le monde qui est dans l'assistance, qui savent déjà, parce que ce sont des gens brillants, mais que l'Agence spatiale européenne n'appartient pas à la Commission européenne. C'est une agence intergouvernementale qui comprend 22 pays membres. Et depuis cette année, un de vos premiers 3 ou 4 contributeurs, c'est le Royaume-Uni, pas dans l'Union européenne, qui doit vous poser, je suppose, pas mal de casse-tête, sérieusement, mais à vous de dire. Donc, comment vous voyez l'Agence spatiale européenne s'intégrant dans la constellation dont parlait Catherine? Donc, c'est une très bonne question. Donc, c'est exact. L'Agence spatiale européenne a 22 pays États membres, dont des pays qui ne font pas partie des États membres de l'Union européenne. Donc, vous mentionnez UK, ben, on a aussi la Norvège et la Suisse. Et on a aussi le Canada qu'on supporte. Donc, pour nous, c'est un casse-tête. Pas vraiment, parce qu'en fait, on est là pour faciliter le développement et l'innovation technologique de tous nos pays membres et être, en plus de cela, l'implémentation technologique de la Commission européenne pour ses ambitions de projets spatiaux. Donc, on a une dualité, et ce matin, mon directeur général avait une question similaire, et c'est vrai qu'il faut mettre les outils en place et faciliter cette dualité, mais ce n'est pas quelque chose que l'on ne connaît pas. Notamment, on a eu à l'Agence spatiale européenne, très longtemps, on travaille aussi avec l'industrie. Et donc, ces partenariats multiples sont gérés de façon tout à fait faisable à l'Agence spatiale européenne. Je voudrais rappeler que, comme le disait Catherine, les télécommunications, c'est un secteur qui est énormément drivé par des acteurs privés. Et notamment dans cette constellation, on a cette dualité aussi de travailler et de co-innover et de supporter les acteurs privés européens qui sont à la hauteur et qui sont très innovants en ce moment, que ce soit les acteurs matures ou les acteurs plus récents, les nouveaux arrivants. Et donc, de toute taille, on voit des SME, des startups et aussi des acteurs plus matures, mais qui sont encore en full innovation. Donc, on a comme ambition de l'Agence spatiale européenne de supporter l'innovation des marchés privés et, en parallèle de ça, aussi supporter les acteurs publics. Donc, comme Catherine disait, on voit se dessiner des private-public partnerships pour vraiment faire boule de neige entre les financements publics et les financements privés pour arriver sur ces systèmes de constellation qui sont à la fois, il y a un dynamisme incroyable qui s'opère en ce moment parce que le domaine du spatial, et moi je viens de l'industrie des télécoms spatiales, donc je voudrais rappeler que c'est un marché commercial de satellites mondial qui génère 220 milliards d'euros, dont 100 milliards pour les services, d'où l'importance de parler des services et du downstream et des applications. On ne fait pas des constellations pour des constellations, on fait des constellations pour amener des services dans la vie de tous les jours à nos concitoyens. Et donc aujourd'hui, le spatial est rentré dans l'économie digitale. Donc c'est en full complémentarité par rapport au segment terrestre et au segment sol. Et donc c'est important qu'on innove sur des complémentarités d'artificial intelligence, de télécommunications optiques, de télécommunications quantiques, parce que les services et le segment sol va vers ces domaines. Et donc, en fait, le spatial va naturellement aussi développer et être à l'avance de ces domaines. Et donc, comme Claude le disait, Pascal le disait,
On est en complémentarité sur l'Agence spatiale européenne. On a comme ambition de pousser l'innovation et d'être à l'étape suivante. Il y a beaucoup l'omniprésence des États-Unis et de la Chine, mais l'idée, ce n'est pas de dupliquer. L'idée, c'est d'aller encore une étape plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut booster nos entreprises européennes et leur faciliter l'innovation future. Dans à peu près 18 mois, je crois, à peu près, l'Agence spatiale européenne tient son prochaine conférence ministérielle. L'Agence spatiale européenne vit entre des ministériels qui se tiennent tous les 3 ans à peu près. La dernière ministérielle, en novembre 2019, vous avez eu accepté par vos gouvernements une certaine somme non négligeable sur votre programme de télécom, notamment un certain nombre de poches dans ce programme qui concerne l'optique, quantique, etc. Vous avez dit dans le passé, votre directeur général aussi, que cet effort-là pourrait être mis à profit de la constellation de la Commission. Comment faire? Alors, on a 3 axes stratégiques dans le programme ARTES de télécommunications à l'Agence spatiale européenne. Le premier, c'est la 5G et la 6G, avec des partenariats vraiment aussi avec le segment terrestre et les acteurs non spatiaux, car la 5G et la 6G sont développées en collaboration avec l'automotive, en collaboration avec l'aéronautique, avec tous les secteurs. On a l'optique que vous avez mentionné, qui est les communications optiques, comment avoir des liens intersatellites. L'Europe a été les premiers à créer des liens optiques, notamment avec le système EDRS. Et le troisième volet stratégique, c'est les systèmes de communication sécurisés. Donc ces 3 volets-là sont tout à fait pertinents pour aider à booster l'innovation de nos industries, pour pouvoir être prêts et répondre aux besoins et aux ambitions publiques et privées actuelles. Et la beauté du programme de télécommunication et d'intégration d'applications intégrées de l'Agence spatiale européenne, c'est d'être très flexible. C'est-à-dire qu'on a une quantité d'argent qui est allouée à la ministérielle et grâce aux décisions de nos États membres de l'Agence spatiale, on peut allouer et créer et générer des projets entre les 2 ministériels. Et c'est ça qui nous donne cette grande flexibilité et qui nous permet de soutenir les institutions et les acteurs privés en ce moment même et de permettre, bien évidemment, on aura besoin de financement supplémentaire à la ministérielle de 2022. C'est fondamental pour pouvoir vraiment matérialiser ces projets et ces ambitions. Donc ça, c'est nous, ce qu'on est en train de construire, là, c'est les building blocks innovants qui vont permettre d'arriver au système et donc après continuer après la ministérielle et déclencher, parce que ce qu'on a dit, c'est qu'il faut aller vite maintenant. Il faut qu'on soit un accélérateur pour notre industrie et donc c'est très important, c'est pas pour dans 10 ans, parce que les services qui doivent être développés sont déjà nécessaires et vont être développés worldwide, dans le monde entier. Voilà. OK. Je vais demander à Stéphane ce qu'il en pense de ce consortium de 9 sociétés qui travaillent pour la Commission depuis le début de l'année et qui ont remis une étape intermédiaire qui était un peu critiquée par Thierry Breton, le commissaire européen, de manquer un peu de piment par rapport à ce qu'il espérait. Et ça, c'est une des raisons, je crois, mais Catherine, je passe tout le contrôle de Catherine, une des raisons pour lesquelles il veut maintenant une deuxième copie de la part des startups. Mais assez vite, Elodie, dans le passé, l'agence travaillait pour les programmes avec la Commission où tout le monde peut travailler avec tout le monde. Et puis arrive Brexit. Et Brexit rend compliqué la vie pour l'observation de la Terre avec Copernicus. Brexit rend compliqué la vie avec la navigation avec Galileo. Et je suppose que Brexit va rendre compliqué ce que va faire l'agence avec la constellation, non? Trop pessimiste? Oui, un peu trop pessimiste. Je pense qu'on va savoir gérer et mettre les outils en place pour pouvoir supporter l'ensemble de nos États membres de l'Agence spatiale européenne. Donc, nos 22 États membres, nous arriverons à construire des projets avec eux et pour eux.
Et ça n'empêche en rien de soutenir un projet d'institution en partenariat avec la Commission européenne. Très bien, OK. Merci. Stéphane, Arianespace, c'était une des neuf sociétés qui travaillent, qui ont mis un report d'étape en mai. Je crois que l'étude, qui n'est pas très chère, mais il y a 9 sociétés pour 6-7 millions d'euros qui travaillent pendant un an. Ce n'est pas beaucoup de gâteaux à distribuer parmi 9 sociétés, mais le rapport final est dû à la fin de l'année, je crois, non? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire que Catherine n'a pas dit sur le niveau du défi? Parce qu'il y a énormément d'inconnus dans cette constellation, non pas seulement vu d'un service lancement que vous êtes, mais vu simplement des architectes éventuels. On parle de MEO, GEO, LEO, on parle d'au moins 3 différentes sortes d'utilisations qu'on va faire pour la constellation. C'est pas un peu vague? D'abord, je ne vais pas en dire beaucoup plus que ce que Catherine a dit, puisque vous savez, la règle, c'est quand même que c'est la parole du client qui compte. Donc, Catherine s'est exprimée. Je crois qu'elle a bien expliqué la philosophie de l'étude que nous avons rendue. Donc, effectivement, le consortium, dans ce consortium, il y a des acteurs de la construction des satellites, il y a des opérateurs de télécommunications spatiales, il y a des acteurs de télécommunications non spatiales comme Orange et Deutsche Telekom, et puis il y a Arianespace. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a plusieurs acteurs et nous sommes seuls car nous sommes effectivement une société au service des institutions européennes. Nous exploitons des lanceurs qui ont été financés par l'ESA, et notamment Ariane 6 et Vega C demain. Et ce que je peux dire, parce qu'il vaut mieux parler à partir de son métier, c'est qu'avec Ariane 6, nous aurons une fusée parfaitement adaptée au déploiement des constellations. Les constellations, elles ont besoin de 2 choses. Elles ont besoin de grosses fusées, pas de petites fusées. Elles ont besoin de grosses fusées parce qu'on va mettre le plus possible de satellites dans le lanceur. Et elles ont besoin de fusées versatiles qui peuvent aller sur des plans d'orbite différents. Et l'avantage d'Ariane 6, c'est qu'on a un étage supérieur et allumable avec le moteur Vinci et qu'on pourra faire cela. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, tous les acteurs ont remis une première étude à l'ESA. On a réfléchi, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais à différentes architectures. On est sur des architectures en orbite basse, puisque l'idée, effectivement, c'est de voir comment une constellation en orbite basse peut bénéficier aussi de compléments en orbite moyenne ou en orbite géostationnaire, mais la constellation, elle sera en orbite basse. Et on a réfléchi à des projets plus ou moins ambitieux. On a proposé des scénarios différents et c'est livré maintenant à la Commission européenne. Je n'opposerai pas le travail qu'on a fait avec le travail que peut faire un autre consortium plus New Space. Je pense qu'on peut appeler ça du co-engineering. C'est très bien s'il y a d'autres idées qui s'expriment, et moi, je ne le vois pas du tout sous une forme de concurrence. Donc, qu'il y ait maintenant une deuxième étude qui complète ce travail, c'est très bien. Et puis, d'ici la fin de l'année, je pense que notre client, et avec l'expertise de l'ESA, dira l'architecture qui l'intéresse le plus. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a 2 ans, ça n'existait pas. Peut-être même moins de 2 ans. Et je trouve que ça va très, très vite. Par rapport à ce qu'on a connu sur Galileo et Copernicus, ça a pris quand même beaucoup de temps. Et finalement, ce sont 2 très grands succès. Là, ça va beaucoup plus vite. Alors, c'est l'Europe. Il n'y a pas un numéro de téléphone. Il y a effectivement plusieurs acteurs. Mais ce qui est certain, c'est que l'ensemble des acteurs européens a pris une décision stratégique, c'est qu'il y aurait une constellation européenne. Et ça s'appelle le 3e grand flagship programme après Galileo et Copernicus. Que tout le monde est en train de se mettre en ordre de bataille pour réussir cela, moi je trouve ça très remarquable. Et c'est ça qui me frappe, c'est qu'il y a une volonté très très forte d'y arriver. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore plein de questions. Quel service exactement va rendre la constellation ? Quelle sera la pesée entre des services souverains et des compléments commerciaux ? Ces services souverains, quid des services pour la sécurité ? Quid d'un cloud souverain ? Quid de la lutte contre la fracture digitale qui est quand même un peu souveraine parce que c'est une mission de service public? Quelle ambition de coopération avec l'Afrique? Je crois que c'est un thème auquel on tient tous.
quels seront les revenus commerciaux? Parce que, comme l'a rappelé Elodie, les télécommunications spatiales, c'est vraiment des outils spatiaux qui ont des débouchés commerciaux. Donc, quelles seront les applications qu'on pourra utiliser de ces satellites à des fins plus marchandes? C'est à tout cela qu'on réfléchit. On n'a pas encore le choix définitif, mais je trouve qu'on a déjà beaucoup avancé. Et c'est ça que j'aimerais souligner aujourd'hui. Bon, Catherine, je viens vers vous. Oui. Parce que maintenant, on passe le cap de 3/4, donc on a que 15 minutes, donc on passe aux questions un peu moins nobles. Donc, financement. On n'a pas d'idée pour l'instant trop combien ça va coûter. On parle de 6 milliards dans ces eaux-là, mais ça dépend de l'architecture. Bien sûr. Si la Commission décide d'avoir une constellation en orbite basse, ça veut dire que vous voulez arroser toute la planète Terre avec le bon large. C'est très généreux, mais est-ce que la Commission est là pour ça? Si vous décidez de faire le bon large et la fraction numérique uniquement en géo, 1 ou 2 satellites suffira. C'est pour quand on va décider tout cela? Parce que dès que vous dites qu'il y a Léo, vous êtes forcément global et ça a une influence sur le reste. Oui. Peter, merci pour les questions pas très nobles, comme vous dites, mais toujours gentilles. Mais avant de répondre immédiatement à votre question, si vous me permettez en 3 secondes, un petit commentaire par rapport aux autres questions. Premièrement, par rapport au consortium des 9 compagnies européennes, le commissaire Breton n'était pas critique. Ça, je crois, c'est un malentendu. Et comme il a été dit par le panel, et Stéphane notamment, notre objectif, et vraiment je vous le signale, et vous devez le comprendre et l'accepter dans un certain niveau, ce n'est pas de mettre en opposition le New Space, ce qu'on appelle New Space, avec les grands primes historiques. Rien à voir. Nous pensons, et on l'a déjà dit maintes fois, d'ailleurs je participe dans un autre panel tout à l'heure, je dois le répéter, il y a selon nous une complémentarité possible entre les 2 tissus industriels. Et c'est ça qu'on appelle shift of paradigm. Il y a l'un ne craint rien par rapport à l'autre. Ce qu'on cherche, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un level playing field et donner la possibilité à d'autres entreprises de présenter leurs idées. Alors, on est à la recherche de très bonnes idées ou, si je pourrais me permettre, vu que les 2 études iront en parallèle, de la meilleure combinaison des idées entre du consortium A et du consortium B. Le consortium, le tout premier, j'ai oublié à vous dire, qui continuera ses travaux, il va approfondir à la fois sur les scénarios, à la fois sur l'architecture finale, à la fois aussi sur l'intégration du GovSatcom ou le EuroQCI dans la nouvelle génération, dont votre question à Pascal, et surtout au coût. Alors, pour parler du financement, je dois savoir quel est le coût. Je ne peux pas faire de la spéculation par rapport aux 6 milliards, moins, plus, si je ne suis pas sûre de la constellation de services et surtout la façon où cette constellation et les services seront fournis. On n'a jamais dit que ce sera le Big Bang type Galileo. On a dit toujours qu'il faut aller vite, alors on commence par les technologies qui existent, on les englobe et on continue. On parle et on envisage de mettre en place un système à l'horizon de 30 voire plus des années. Alors, je sais que dans un tweet de vous, Peter, il y a quelques semaines, vous avez parlé d'une arche de Noé. Mais je trouve, je me sens vraiment très séduisante par rapport à cette notion. Aujourd'hui, on envisage quelque chose de grand, de différent et de disruptif. Il faut avoir une approche inclusive, il faut avoir l'ensemble
des moyens que nous disposons pour fournir des services à nos citoyens. Et une fois le programme progresse, on va voir comment la scalability va accommoder. Et c'est à partir de ce moment-là où le financement, où le coût et le financement associé seront introduits, proposés, discutés et pourquoi pas critiqués. OK. Non, non, très juste. C'est juste, vous comprendrez pourquoi un citoyen lambda se poserait la question pourquoi la Commission veut financer une constellation pour offrir le bon large en Chine. Oui. Nous, si vous voulez, et je crois que j'étais claire dans mon intervention, on a deux objectifs. D'abord, en large bande, de couvrir toutes les dead zones, blancs, noirs, je ne sais pas comment vous l'appelez, de l'Europe, et couvrir également tout ce qui est région géopolitiquement importante, stratégique pour l'Europe. Stéphane, il a fait mention à l'Afrique. On voit vraiment tout l'intérêt pour se développer. Je dirais, j'ajouterais l'Arctique. On a eu la semaine passée les EU-Canada Summit, EU-US Summit. Oui. L'Arctique, vraiment, c'est un sujet primordial. Il faut qu'on se mobilise. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'autonomie stratégique que l'Europe, représentée par la Commission à ce stade, doit la mettre sur la table. Ensuite, qu'est-ce que les policy makers, qu'est-ce que les États membres, qu'est-ce que le Parlement décidera, on va voir. Mais on a le mandat, on a l'obligation de mettre sur la table la réalité d'aujourd'hui et les moyens pour faire face. Et pas pour demain, mais pour une durée de 30 à 40 ans. Je comprends, OK. Et si on inclut l'Afrique et l'Arctique, on peut faire ça depuis Géo, presque, non? Si on se limite... Bon, vous parlez à une juriste spécialisée en droit aérien et spatial, mais je vois votre question. Pourquoi vous avez besoin d'une constellation Léo si avec le Géo et le MEO, ou le MEO incliné, oui, pourrait faire le boulot? Par contre, et l'idée, c'est la suivante. Il y a des applications, parce qu'on a dit qu'on a toujours en tête ce qu'on appelle service. Et il y a des applications que pour les rendre vraiment à nos citoyens, il nous faut ce qu'on appelle low latency. En français, oui, ça doit être quelque chose, latence basse latence. On ne peut pas alors avoir ou se priver avec des GEO ou MEO sans avoir la possibilité de donner ce qu'on appelle differentiator et de rajouter en Europe quelque chose qui n'existe pas. Alors, on a ce qu'on appelle legacy, toute la capacité GEO-MEO, que certainement l'objectif c'est de la valoriser, mais pour faire le pas vers l'évolution et vers là où on aimerait être dans 30 à 40 ans, de rajouter et fill the gap par rapport à envoler Léo. On voit que l'avenir, c'est aussi le Léo. Et ce sera dommage pour l'Europe de ne pas, d'une façon anticipative, être prête. OK. Pascal, à l'époque, il y avait toute une série de scénarios qui consistaient à dire que si deux pays voisins et amis s'intéressent à la même zone géographique, ils peuvent partager un satellite. Si ce sont deux pays des ministères de la Défense de ces deux pays, ils peuvent partager un satellite. Des normes économiques s'en suivent. Or, ce n'était pas fait. Maintenant, vous l'avez dit, il y a 6 nations en Europe qui ont leur propre satellite pour la défense. Ce n'est pas une très bonne augure si vous voulez les faire intégrer dans un programme qui, à terme, sera une constellation qui n'a peut-être pas le même nombre de volets en géo et qui rend plus difficile pour une nation d'agir seule pour ses propres besoins en orbite. Il peut agir dans le consortium avec une constellation, il peut satisfaire les besoins de ses troupes peut-être, mais s'il veut avoir son propre satellite, est-ce que ça serait... L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Ils ont leur propre système et ils vont nous fournir à nous les capacités disponibles. Donc, quand ils ont une intervention au niveau national, ils ont leurs propres capacités. Ils n'en ont pas assez. Ils peuvent demander à l'Europe justement de les aider à avoir plus de capacités. Ils ont un souci avec leurs satellites. L'Europe peut fournir des capacités qu'ils n'ont plus. C'est un peu l'idée du hub. Oui. À monter, hein, tout ça, c'est à monter avec les États membres. Les États membres, bien sûr, au début, sont souverains avec leur système, mais ils vont nous donner une capacité. Plus on va avancer, si l'Europe finance aussi cette capacité, ils vont en bénéficier. Donc, ça va permettre d'aller petit à petit avec un système 100% EU, quoi. Okay. Plus que national. Mais bon, il faut le monter et ça va se faire étape par étape, quoi. OK. Vous avez parlé de l'aspect sécurisé dans le quantique et l'aspect sécurisé de Galileo, qui est le PRS, qui n'est pas encore en service, mais qui va en service. Il est en service aujourd'hui, les services initiaux. C'est-à-dire on utilise le PRS. Les 27 États membres sont répartis des activités en 3 consortiums. Ils sont en train de le tester dans leur pays, de voir comment marche le user market. Oui. Et après, il doit être opérationnel à partir de 2023. 2023, OK. Et ça, c'est uniquement gouvernemental ou ça, c'est aussi pour l'infrastructure critique et d'autres utilisateurs? Alors, c'est gouvernemental. Alors, l'infrastructure critique, si on parle des centrales ou des banques, en fait, on utilise déjà le service d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le service timing qui est utilisé, c'est en nanosecondes. C'est pour synchroniser toutes les infrastructures. C'est un autre service, c'est le civil. OK. Et le quantique peut être intégré dans le Galileo de 2e génération, dont le premier modèle pour être livré à partir de 2024 sont déjà faits? En fait, le quantum, on est en train de regarder, c'est au niveau des clés puisque avec le signal PRS, en fait, il est crypté. On fournit ensuite des clés. L'idée, c'est de ne pas que ces clés soient indécryptables. Donc, c'est pour cette techno-là qu'on veut... Du moins, le quantique serait utilisé pour cette techno de clé. Donc, ça peut être prêt pour la fin de Galileo 2e génération, en principe. Dès que la techno est prête, on l'appliquera. Voilà. Okay. On est des opérationnels, on est des exploitants. Donc, si on a la techno, on l'implémente dans le système. OK. Elodie, pour le ministériel 2022, vous avez une série de programmes qui étaient définis par l'Agence spatiale européenne en 2019, hors contexte de la constellation de la Commission. Ce n'était pas un sujet à ce moment-là. Maintenant, c'est un sujet. Donc, comment intégrer ce que fait l'Agence déjà et compte faire avec un nouveau programme, je suppose, qui va décider en 2022, ce que vous faites avec ce que fait la Commission? Est-ce que ça veut dire que ça... Est-ce que le modèle est Galileo? Est-ce que le modèle est Copernicus? Ou est-ce qu'il y a un nouveau modèle? Alors, déjà, on est très content. On va avoir demain donc l'accord sur le FFPA qui inclut GovSatcom. Donc, GovSatcom est un programme sur lequel l'Agence spatiale européenne a travaillé. Et nous effectuons la recherche et développement et l'innovation liée à GovSatcom, comme il a été mentionné précédemment. Donc, on travaille à vraiment développer le segment spatial de GovSatcom et en partenariat, et on contribue via l'Agence spatiale européenne. D'autre part, on parlait de EuroQCI et des programmes de distribution de clés quantiques par satellite de télécommunications. C'est aussi un projet sur lequel on est en train déjà de travailler à l'Agence spatiale européenne. C'est un programme de la Commission EuroQCI sur lequel l'Agence spatiale européenne travaille sur le segment spatial. Donc, il y a déjà des programmes en cours, SAGA, qui avait été validé et qui va permettre de développer les distributions de clés quantiques. On travaille aussi avec les acteurs privés qui développent de plus en plus ces systèmes de distribution de clés quantiques. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, en ce moment, avec le programme Secured Connectivity, c'est à définir le modèle que ça va être, très probablement ni Copernicus ni Galileo. Il y a la spécificité du domaine des télécoms où il faut prendre en compte l'ensemble des acteurs privés. C'est très important que les acteurs privés montent à bord, et ils sont montés à bord déjà avec ce consortium de 9 industries
comme on disait, non seulement les constructeurs de satellites, mais aussi les opérateurs et les fournisseurs de services et Arianespace. Donc voilà, donc c'est à construire et c'est l'effort qui est en cours en ce moment. Vous avez vu, ça se passe il y a plusieurs années avant d'arriver à l'agence, mais vous avez vu comment c'était difficile dans Galileo d'intégrer les acteurs privés, les opérateurs privés, parce que c'était, bon, ils n'ont pas réussi aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment essayé, mais ils n'ont pas même essayé en Chine, ni en Russie, ni en Inde. Et l'Europe va le faire et n'a pas été capable de le faire. Est-ce que ça va être plus facile cette fois? Alors, tout ce qu'on peut regarder, c'est l'effort qui a été fourni depuis la signature de son consortium fin de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc, je voudrais m'associer à ce qu'a dit Stéphane Israël juste avant. C'est vraiment, on voit qu'il y a quand même eu une accélération. Je pense qu'il y a aussi une compréhension des acteurs privés et des acteurs publics de l'urgence, de la nécessité d'aller vite. C'est aussi un marché où on est très proche du commercial et donc cette capacité d'aller plus vite et donc c'est un challenge pour sûr d'arriver à le faire et dans les temps, et l'Agence spatiale européenne mettra toute son expérience et son expertise au service de cette initiative. Je comprends. Dernière question pour Stéphane, très vite, parce le gong va sonner. Vous connaissez tous ces acteurs privés. Sauvé, alors. Ça a déjà sonné, mais voilà. Vous connaissez déjà des acteurs privés parce qu'ils sont vos clients. Hein? Eutelsat, Hispasat, SES. Je connais un peu, oui. Justement. Donc, vous parlez un peu de leur langage à ce stade. Vous comprenez leur réticence face à un programme gouvernemental qui cherche l'argent du privé. Est-ce que vous êtes arrivé à les rassurer depuis 6 mois ou est-ce qu'il y a trop de questions qui restent ouvertes? Non, je crois on a tous la conviction, parce que ce sont des télécommunications, qu'il peut y avoir un business case public-privé. On a tous la conviction, parce que c'est une grande infrastructure souveraine, qu'on a besoin d'une impulsion publique, parce qu'on va se situer dans un horizon de rentabilité qui est long. Et donc, c'est pour ça que la constellation est un très bon candidat à un partenariat public-privé. C'est un objet qui n'est pas l'objet Galileo, qui n'est pas l'objet Copernicus. Parce qu'il y a cette dimension de télécom, on a un bon candidat pour un PPP. Ensuite, dans le consortium, il y a des intérêts qui ne sont pas forcément identiques. Et donc, on espère que ces intérêts vont converger autour d'un projet qui puisse satisfaire tout le monde. Il y a des acteurs qui ont plus de capacité en méo, d'autres en géo. Bon, c'est parfaitement normal. Mais je dirais qu'il y a un consensus sur la possibilité d'avoir une forme de partenariat public-privé. Et après, il y a des alignements d'intérêts qui vont se construire petit à petit. Très bien. C'est le mot de la fin. Merci à tous vous quatre. Merci bien. Merci.